Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité ce dimanche. Chers amis internautes fidèles de l'invité, je reçois pour vous Rufino d'Almeida. Il est juriste de formation, avocat de profession. Il est maire du parti politique Bloc républicain de la commune de Boycon, anciennement directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement, anciennement également directeur de cabinet politique du ministre d'État Ablaye Biotchane. Il est ancien membre des conseils d'administration de l'autorité de développement du périmètre de Glodigbe ADPG, de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, de la communauté électrique du Bénin CEB, de l'Office de radio-télévision du Bénin ORTB, de la société béninoise d'énergie électrique SB2E, de la Société nationale de promotion agricole SONAPRA, de l'Agence de promotion d'investissement et de l'exportation à pièces, pour ne citer que cela. Rufino d'Almeida, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé. Écoutez, c'est toujours un plaisir de venir expliciter un peu notre politique de temps à autre. Un autre sujet à parcourir au cours de cette émission, les démissions qui se font observer depuis quelques jours au niveau de sa formation politique, le Bloc républicain. Comment se porte aujourd'hui la ville Carrefour sous son leadership, ses ambitions pour la ville de Boycon, ses espérances également pour la même localité. Quelle est sa contribution, la contribution de Boycon à la réélection du président Patrice Talon en tant que juriste? Il nous donnera son regard sur l'indépendance de la justice béninoise sous le régime du président Patrice Talon. Il appréciera la correspondance de la France adressée au président Patrice Talon. Il donnera également ses appréciations des événements regrettables qui se sont déroulés les 5, 6, 7, 8 et 9 et 10 avril dernier. Il argumentera également les récriminations de l'opposition radicale et en fin d'émission, il nous donnera ses défis pour Talon 2. Alors, d'entrée de jeu, Rufino d'Almeida, dites-nous quelles sont vos appréciations des démissions qui se font enregistrer au niveau de votre formation politique qu'est le Bloc républicain. Oui. Je précise d'entrée de jeu que vous n'êtes pas ici au titre du Bloc républicain. C'est important de le préciser. Vous m'avez invité comme maire de Boycon. Tout à fait. Mais c'est vrai aussi que je suis membre du Bloc républicain donc, et simplement citoyen. Donc, quand vous me posez des questions sur les démissions, je vais bien. Il faut bien que j'y réponde. D'abord, vous aurez noté qu'en matière de démission, tous les partis politiques sont sujets à démission. Vous savez, un parti politique, c'est une association. Vous y adhérez, et puis à un moment donné, lorsque vous vous sentez plus bien, vous partez pour d'autres aventures. Si on doit comptabiliser ceux qui ont déjà fait un parti, deux partis, trois partis, quatre partis, cinq partis politiques aujourd'hui avant d'être membre de l'UPO de BR, la moitié. Donc, vous voyez, et donc il ne faut pas dramatiser les quelques démissions qu'il y a eu. C'est vrai, M. Abimbola, puisque c'est de lui que vous parlez, est un ami. J'aurais bien voulu qu'il soit toujours parmi nous. Bon, il a souhaité aller faire ses expériences ailleurs. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Mais son départ entraîne beaucoup d'autres militants. Non, relativiser. À ce jour, vous n'avez vu. Est-ce que vous avez un député BR qui a démissionné? Non. Est-ce que vous avez un maire BR qui a démissionné? Non. Est-ce que vous avez un directeur général d'une société d'État qui a démissionné? Non. Donc il faut relativiser. C'est vrai, une fois encore, je répète, j'aurais voulu que le secrétaire général national qu'est M. Abimbola, j'aurais voulu qu'il soit toujours parmi nous, mais bon, il a fait le choix inverse. Écoutez, souhaitons-lui bon vent. Alors, au cours de ces démissions, on a suivi quelques-uns de ces démissionnaires qui ont évoqué des malaises profonds au sein du Bloc républicain. Est-ce que vous partagez cet avis, Rufino d'Almeida? Écoutez, moi je suis membre fondateur du Bloc républicain et je me sens très bien dans mon parti politique. C'est vrai que partout où il y a deux personnes, il y a parfois quelques contrariétés. Qui d'entre nous n'a pas quelques contrariétés dans son foyer? Nous en avons tous. Avec nos enfants, avec notre épouse, avec nos frères et sœurs, ça arrive de temps à autre. Mais il faut surmonter cela et continuer. Je ne pense pas que le Bloc républicain soit un avis à frustration. Non, pas du tout. Je pense que c'est un parti politique, un des plus dynamiques, pour ne pas dire le plus dynamique aujourd'hui dans notre pays. Et beaucoup s'y sentent bien. Je vous ai dit la preuve. On pas de vague de démission, il ne faut pas exagérer. Il y a eu une ou deux démissions, c'est logique, c'est naturel. Regardez le nombre de démissions qu'il y a eu des autres partis politiques venus vers le BR. Et faites vous-même la différence. Vous verrez que
le sort est largement positif en faveur du BR. Le sort est largement positif en faveur du BR. Mais dites-nous, avant de clore cette actualité liée au Bloc républicain, quelle est votre appréciation de la gestion du Parti politique Bloc républicain? Certains disent que le Bloc républicain est géré par clanisme, par sectarisme. Vous savez, il se trouve que celui qui est à la tête du Bloc républicain, c'est le ministre d'État Labia Tchane. Je pense avoir été son plus proche collaborateur depuis quasiment 2012. Donc je le connais suffisamment pour savoir que il est tout sauf un homme de clan. Hein, s'il était un homme de clan, moi qui suis de la partie sud du pays, je n'aurais pas été son directeur de cabinet. Et je peux vous dire que celui qui m'a remplacé comme directeur de cabinet du ministre d'État, il est d'Aboué, c'est le professeur Alain Sator Alaster. Vous voyez, donc rien que ce petit exemple montre bien que le ministre d'État est tout sauf un homme de clan. Rien que cela prouve que... C'est un grand commis d'État et un homme d'État. C'est un homme d'État. Qui a toujours dans son viseur l'intérêt suprême, l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation. Il faut le rendre au moins cet hommage. Il faut au moins le rendre cet hommage. Alors, Rufino D'Almeida, vous nous venez droit de Boycon. Dites-nous, comment se porte aujourd'hui la ville Carrefour? Bon, la ville Carrefour est une ville qui se porte dans l'ensemble bien. On ne peut pas dire que tout va, mais nous nous efforçons de donner un nouveau visage à cette ville, cette grande ville Carrefour du Bénin. Vous savez que comme nouveau maire, il y a un peu moins d'une année, j'ai promis faire en sorte que les voix des Boyconoises et des Boyconois s'expriment dans une certaine homogénéité. J'ai également promis faire de Boycon une ville belle, propre, verte et attrayante. J'ai également promis faire de Boycon une véritable ville de service. Je pense que également, j'ai promis faire de Boycon une ville culturelle. Je pense que nous sommes en train de nous efforcer de réaliser toutes ces ambitions, qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain, mais nous sommes, je pense, sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que vous nous citez quelques-unes de ces actions qui ont été menées sous votre leadership? Oh, vous savez, s'agissant par exemple de faire de Boycon une ville verte et propre, vous savez très bien que le Fonds national de l'environnement et du climat, institution du ministère en charge du cadre de vie, a initié un concours ouvert aux 77 communes du Bénin, concours qui mesure la capacité de l'équipe municipale à faire des campagnes de salubrité, à détruire les décharges sauvages, à planter et entretenir des arbres, à curer les caniveaux, à construire et entretenir les ouvrages d'assainissement. Et le verdict est tombé il y a environ 2 semaines. La ville de Boycon s'est classée 2e au plan national. C'est vrai, j'aurais bien voulu être première, mais hélas, il y a eu plus fort que moi dans la partie septentrionale. Je ne peux que prendre rendez-vous pour... La 2e dans quel classement, si vous pouvez nous rappeler à nos amis internautes qui nous suivent? Le concours ville durable du ministère du cadre de vie et développement durable. Donc, ça prouve bien qu'en matière d'assainissement, en matière de salubrité, en matière de verdissement de notre ville, nous sommes en train de faire quelque part. Cela ne veut pas dire que tout est rose, hein, non. Je peux vous dire que sur une échelle de 0 à 20, j'estime que nous ne sommes même pas encore à 4 sur les ambitions que nous nourrissons pour la grande ville Carrefour. Vous parlez d'ambitions, quelles sont entre autres ces ambitions-là? Non, j'ai très clairement dit qu'une de mes ambitions, c'est de révéler le Boycon culturel. C'est une ville riche, culturellement riche, dense, mais qui n'a pas toute sa place dans l'histoire. Nous devons œuvrer pour replacer Boycon dans l'histoire de notre pays, notamment du royaume de Dahomey. Nous devons également révéler les richesses culturelles, artistiques et le patrimoine culturel de Boycon. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons organisé la première édition de Africa Vaudou pour révéler les vaudous, hein, de la culture fond au reste du monde. Ce fut un succès. Nous allons sûrement rééditer encore cet exploit dans les mois, dans les années à venir, afin que ça devienne une des grandes manifestations culturelles de notre pays et pourquoi pas d'Afrique et peut-être un jour même du monde, pourquoi pas. Alors pour nos amis internautes, avant de nous laisser évoluer dans votre argumentaire, pour nos amis internautes qui n'ont pas suivi cette première édition du Africa Vaudou, il était question de quoi concrètement? Qu'est-ce qui a été présenté au public? Qui sont ceux qui ont pris part à ce festival? Ceux qui ont pris part à ce festival, d'abord, c'est un festival qui a lieu depuis 4 ans aux États-Unis, d'accord, par l'un de nos compatriotes, M. Achadé. Lorsque nous l'avons rencontré, puisque dans notre projet de société, il y avait justement
la réalisation d'un festival de cette nature à Boycon. Donc quand il s'est rapproché de nous, il avait le savoir-faire. Donc nous avons voulu qu'il vienne nous aider à le faire. Effectivement, il nous a aidé à refaire ce qu'il fait aux États-Unis, mais cette fois-ci avec une touche plus authentique, puisqu'il est sur les terres justement de ces vaudous. Et donc on prit part à cette manifestation culturelle, les chefs vaudous, ainsi que les vaudous eux-mêmes, que ce soit les revenants, les Kovito, les Angbeto, et les autres vaudous du terroir. Est-ce que Boycon comporte toutes les divinités du panthéon vaudou? Ben écoutez, toutes les divinités du panthéon vaudou, je parlais que vous-même, vous ne savez pas. Est-ce qu'on a également du Oro, par exemple, à Boycon? D'abord, il y a du Oro à Boycon, mais je suppose que vous-même, vous ne serez pas en mesure de nous citer toutes les divinités du panthéon vaudou, puisque le vaudou n'est plus seulement le patrimoine du Bénin. Le vaudou s'est exporté ailleurs, et si vous allez, par exemple, à Martinique, en Guadeloupe, à Haïti, on parle également de vaudou. Si je ne vous parle pas de Soukouyan, vous ne saurez pas, vous ne savez pas ce qu'on appelle Soukouyan. Mais ça fait partie des divinités, justement, mal perçues d'ailleurs, divinités du panthéon vaudou là-bas. Vous voyez, donc en tout cas, les vaudous ordinairement connus dans notre pays étaient au rendez-vous. Et ça s'est passé il y a environ une semaine, ce fut un grand rendez-vous culturel et nous avons vocation à rééditer cet exploit. Vous avez vocation à rééditer cet exploit. Alors ça, c'est sur le plan administratif, vos ambitions pour la ville de Boycon, mais sur le plan politique, comment se passe le contact avec les populations? On sort d'une élection présidentielle actuellement. Quelle a été la contribution de Boycon à cette réélection de Patrice Talon? Non, je pense que déjà sur le plan politique, je pense que non, Boycon s'entend bien. Boycon est dominé par le parti dont je suis membre, le BR, et avec également une présence de l'UP. Je pense que tout en gardant nos différences, nous arrivons à parler d'une même voix lorsqu'il s'agit du développement de la commune de Boycon. S'agissant de l'élection présidentielle, les populations de Boycon sont sorties. Et j'aurais voulu qu'elles sortent davantage. Mais enfin, il y a quand même eu 45 000 personnes qui sont sorties, qui ont voté à plus de 93% le duo Talon-Talata. C'est-à-dire donc que Boycon a joué sa partition dans la réélection du président Patrice Talon. Et ce n'est que justice, ce n'est que juste récompense, puisque les réalisations de l'homme de la rupture, du président Patrice Talon à Boycon, sont légion. Je ne voudrais pas parler du projet asphaltage dont a bénéficié Boycon, au moins 14 km, qui a redonné un nouveau visage, d'une ville belle, attrayante à Boycon, notamment dans l'arrondissement 2. Je voudrais également parler du projet d'extension et de densification du réseau de desserte en eau potable. Et Boycon a bénéficié, plus que toutes les autres communes d'ailleurs du Zou, d'un nombre de linéaires importants. Je voudrais pas oublier l'éclairage public, le verdissement de Boycon qui me tient à cœur. Je voudrais parler également au passage de la construction achevée puis en cours pour l'une des deux plus belles et grandes gares du Bénin. Hein, la gare à l'entrée de Boycon, la gare qui soit désormais notre gare centrale, la gare pour les taxis interurbains, mais également le parc à bus pour les parcs qui viennent du nord. Vous voyez, et je peux citer bien d'autres projets comme cela. Donc c'est normal que, en guise de reconnaissance, outre qu'ils soient fils du terroir, les Boyconois aient porté le suffrage sur le président Patrice Talon. Ils sont allés porter le suffrage pour le président Patrice Talon. Patrice Talon est réélu pour un second quinquennat avant de venir à cette défi sur le plan national. Est-ce que vous avez pris connaissance, par exemple, sur le plan politique, sur le plan économique? Qu'est-ce qui a été prévu dans le projet de société du duo Talon-Talata, par exemple, pour la ville de Boycon, qui a amené, vous, Reflum d'Almeida, également les populations de Boycon, à porter leur choix sur ce duo? Donc, je vous ai dit, le choix des populations de Boycon est d'abord dû au fait que Talon, le président Patrice Talon a fait de très belles réalisations pour Boycon. Ensuite, c'est vrai qu'on regarde tout ce qui vient, parce que dans la culture fond, il faut d'abord remercier avant de demander autre chose. Pour ce qui vient, ce qui est dans le pipeline, c'est également énorme. Boycon attend, si Dieu le veut, la construction d'un nouveau marché et d'un nouveau stade. J'attends également la construction déjà annoncée d'une académie des sports.
Vous voyez, et sans oublier que le gros problème, qui est le problème numéro 1 de Boycon également, qui est l'assainissement, va trouver une solution pérenne avec le PAG 2, puisque au moins 2 projets vont s'attaquer de front aux problèmes d'inondation, aux problèmes d'absence de résilience du Boycon face aux effets du changement climatique. Je pense notamment au projet d'assainissement des villes secondaires qui va investir à Boycon, financé notamment par la BAD, et qui va notamment construire la route entre Boycon, refaire la route entre Boycon et Cotonou. Mais je vais également penser au projet PAVIC, financé par l'AFD, et qui véritablement va nous aider à redimensionner nos ouvrages d'assainissement, notamment nos caniveaux, et va également construire des bassins de rétention d'eau. Et tout ceci pour éviter que, même lorsqu'il ne pleut pas, Boycon soit une ville sujette à des inondations récurrentes. Les inondations récurrentes. Alors, nous allons revenir à la politique. Patrice Talon est réélu, vous l'avez dit également lors de vos propos tout à l'heure, mais les félicitations vont montrer la France. Elle a attendu pratiquement près d'1 mois avant d'émettre une correspondance. La correspondance, est-ce que vous l'avez lue et quel décryptage vous en faites? Écoutez, j'ai lu cette correspondance comme tout le monde, je l'ai parcouru rapidement. Moi, je note simplement des mots très, très encourageants. Je note une proximité souhaitée par le président français vis-à-vis de son homologue béninois, puisque dans cette missive, le président Macron souhaite ses vœux de plein succès, à son homologue béninois. Je note également qu'il émet plusieurs vœux à l'endroit du président Patrice Talon ainsi que du peuple béninois, puisqu'il a souhaité que ce mandat soit un mandat de réussite. Il a également souhaité que le tissu social soit davantage resserré. Il a également parlé de la restitution des œuvres d'art que nous attendons avec beaucoup d'impatience dans le plateau d'Abomey, puisque ces œuvres viennent pour la plupart du musée d'Abomey. D'accord. Donc moi, quand je lis cette lettre, oui, je pense qu'on ne peut pas être plus clair en matière de félicitations. Et ce n'est que chose normale. En tout cas, pour moi, ce n'est que chose normale. Ce n'est que chose normale, mais c'est un disque qu'il ne s'agit pas d'une correspondance de félicitations, puisque nulle part il ne figure le mot félicitations, et que pour certains radicaux estiment que c'est une correspondance de recadrage du président Patrice Talon. Vous savez, je vous dis ceci. J'ai toujours considéré les Béninois comme des gens très intelligents. Et ceux dont vous rapportez les propos doivent être ultra minoritaires. Je pense que la langue française est une langue très riche et que les choses ne se disent pas forcément avec un seul mot. Lorsqu'on souhaite plein succès à quelqu'un, est-ce qu'il y a une meilleure manière de lui dire félicitations? Lorsqu'on souhaite contribuer à sa réussite, d'accord, notamment sur le plan d'avancée culturelle, est-ce que ce n'est pas des félicitations? Non, je pense qu'il ne faut pas aller faire l'exégèse ou l'exégèse travestie des propos, des écrits du président Macron. Moi, c'est des écrits, chacun peut lire. Et puis, ne nous arrêtons pas sur ces choses-là. Vous savez, le Bénin est un État indépendant. Et l'essentiel pour nous, c'est que nous ayons un président qui est la boussole et qui continue ses œuvres. Qui continue ses œuvres. Alors, donc, pour vous, cette correspondance ne comporte pas d'ambiguïté. Mais vous savez, en terre-fond, il est dit, je vais vous le traduire en français, qu'il n'y a rien de plus compliqué que de réveiller quelqu'un qui a les yeux ouverts. Alors, si ceux-là, qui, en dépit de tout ce qu'on fait, ne veulent y voir que du mauvais, tant pis pour eux. Que le président Patrice Talon continue sa route, continue son œuvre de développement. Et de toute façon, aujourd'hui, malgré tous les jérémiades, malgré les anathèmes jetés depuis Paris, depuis les États-Unis, le développement est là. C'est sous nos yeux. En venant ici sur votre plateau, j'ai emprunté une voie qui quitte Ouéhor, qui passe par Bedjiro-Médé, Saint-Rita. Écoutez, c'était une voie boueuse. Et au départ, vers les champs de Godomé, c'était un champ d'eucalyptus, inempruntable. Aujourd'hui, vous circulez et vous recevez de l'air frais. Mais c'est ça le développement. C'est ça le développement. Si j'étais aussi coriace, si j'étais aussi ambitieux pour le pays, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait?
Alors le président Patrice Talon vient, en 2-3 ans, il le fait, parce qu'il y a eu le temps des études, il y a eu le temps de la réalisation, il a fait. Alors franchement, s'il ne veut pas se taire, écoutez... Alors, nous allons progresser dans cette émission. Dites-nous, Rufino d'Almeida, vous avez suivi l'actualité sociopolitique de votre pays. Du 5 au 10 avril dernier, des événements regrettables, je peux les qualifier ainsi, ont été notés dans la partie, je dirais, centrale, en quelque sorte, du pays. Quelle appréciation vous en faites et également quels commentaires vous faites? Est-ce que pour vous, c'était des actes téléguidés, commandés ou c'était des actes, je dirais, normaux? Non, je pense que je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Vous parlez de la partie septentrionale ou non, c'est plutôt la partie centrale. Le centre, oui. Et on peut même être encore plus précis, c'est la partie Nago de notre pays. Je suis fils de Nago. Ça ne se voit pas ou ça ne s'entend pas à mon nom, mais je suis enfant de Nago. J'ai même plus de sang Nago que tous les autres sangs. Je ne peux que regretter ce qui est arrivé et dire à mes frères que la seule vraie richesse que le Bénin a, c'est la paix dans laquelle nous sommes. Plusieurs pays du monde, notamment d'Afrique, pas loin de chez nous, sont à la quête de cette paix depuis 30 ans, 50 ans, 60 ans ne l'ont pas. Je veux parler du Libéria, je veux parler du Soudan, même du Nigeria à côté. Vous voyez, il y a plein, même du Sénégal avec la Casamance, du Tchad, de la RDC, tous ces pays, la Centrafrique, tous ces pays sont à la recherche permanente, je vous dis, permanente, de paix ne l'ont pas. Cette paix-là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça nous rapporte. Il se trouve que j'ai été le président du groupe des experts dans la négociation du pipe export Niger-Bénin. Et au sommet de la négociation, les Chinois avaient une préférence pour l'itinéraire Cameroun-Tchad. Et voyant la négociation un peu titubée, j'ai demandé à ce qu'on me projette l'itinéraire. Et j'ai vu sur l'itinéraire une ville nommée Abéché, au Tchad. Que, enfant, je m'intéressais à la politique, donc je suivais RFI, je suivais Africa numéro 1. Cette ville a toujours été l'objet de tirs. J'ai dit aux Chinois, vous savez, votre pipeline va peut-être passer par là. Mais vous savez qu'à Abéché, il ne reste pas un seul mois, un seul jour sans coup de feu. Et je pense que ça les a profondément, ça a été un déclic. Ça a été vraiment un déclic. Et ils ont compris que ce que le Bénin a, les autres ne l'ont pas. Aucun des deux autres itinéraires ne peut offrir cela. C'est notre paix. Il est important que nous la préservons, vaille que vaille. Je dis bien vaille que vaille. La violence n'apporte rien. Je me battrai aussi longtemps que je peux pour que mes frères, tous mes frères du Bénin, puissent exprimer leurs différences par rapport au président Patrice Talon. C'est leur droit. Nous sommes dans un État républicain. Nous sommes dans un État de droit. Ils doivent pouvoir exprimer leurs différences, mais pas dans la violence. Pas dans la violence. Pas dans la violence. Non, surtout pas dans la violence. Surtout pas dans la violence n'apporte rien. La violence, on sait où elle commence, mais on ne sait jamais où elle finit. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Lorsque ça a commencé il y a quelques années, avec des propos l'ivoirité, on pensait que c'était des plaisantins. Vous avez vu ce que ça a amené? Et ça a perdu encore. On ne sait toujours pas où ça va finir. Je prie tous les jours pour que de tels drames n'affectent jamais mon pays, le Bénin. Je prie pour que de tels drames n'affectent jamais votre pays, le Bénin. Nous allons progressivement vers la fin de cette émission. Dites-nous quelle est votre appréciation des récriminations que font l'opposition radicale sur la gestion du président Patrice Talon. Vous avez suivi par exemple vendredi dernier, comme écoutiez par exemple sur Radio France Inter. Vous avez suivi Valentin Agostou-Dianontin le 5 avril qui a appelé les populations, qui a peint en noir la gouvernance du président Patrice Talon. Quel regard portez-vous sur tout ceci que vous avez suivi? Oui, vous savez, je viens de vous dire que aussi longtemps que coulera du sang dans mes veines, je me battrai pour que l'opposition béninoise puisse exprimer sa différence par rapport au président Patrice Talon, puisse exprimer, comment dirais-je, des critiques par rapport à la gestion du président Patrice Talon. Moi, j'appartiens au camp Talon, ce n'est secret pour personne. Je considère que j'ai été une petite main du gouvernement comme directeur de cabinet du ministre d'État, et je peux vous dire ceci. Nous revendiquons le droit d'inventaire. Je dis bien, nous revendiquons le droit d'inventaire. Qu'on mette ce qu'ils ont fait les 10 ans qu'ils ont passé au pouvoir avec 5 ans. Je ne dis pas les 10 ans du président Patrice Talon. Je dis simplement qu'on mette tout ce qu'ils ont fait durant les 10 ans d'un côté
et qu'on mette ce que le président Patrice Talon a fait en 5 ans. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Pour le reste, permettez que lorsqu'un animal est agonisant, il puisse pousser son dernier cri, qu'on appelle la lalie. C'est leur droit de pousser la lalie. C'est leur droit. Donc pour vous, tout ce qui est dit est politique. Mais regardez vous-même. Regardez, on n'a jamais été aussi bien classé par les instances internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Tout le monde nous classe, nous avons fait notre entrée dans le top des tops des pays africains. Là où nous caracolions à la 40e, 50e place, maintenant nous venons dans la 2e, 3e, nous sommes dans les 10 premiers, 5 premiers. C'est de nouveau ça. Et puis c'est du visible. Vous savez, moi j'aime bien des projets qui visent à structurer l'État. Regardez, tous les projets portés par le président Patrice Talon visent à restructurer l'État. Prenez par exemple, en face du chômage qui frappe nos enfants, nos frères depuis des années, aucun gouvernement n'a pu faire quoi que ce soit. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu faire grand-chose. Le président Patrice Talon prend ce point à bras le corps et dit « Nous allons changer la configuration de nos diplômés. » Avant, nous avions 75% de diplômés de filière générale. Nous allons inverser cela. Désormais, nous aurons 75% de diplômés de filière pratique professionnelle et seulement 25% de diplômés des filières générales, c'est-à-dire histoire, géo, mathématiques, philosophie, sociologie, psychologie et que sais-je encore. Ça, c'est du développement. C'est une vision qu'on a. Comprenez? Et on ne peut pas être en face d'un homme qui s'échine comme ça, qui s'efforce comme cela et l'assaillit de toute critique. Mais je vous ai toujours dit, c'est leur droit que de critiquer. C'est notre droit que de continuer le développement. Les populations le savent. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont massivement voté pour le président Patrice Talon. Alors vous êtes là, on vous a eu difficilement. Il y a cela depuis plusieurs mois qu'on négocie cet entretien. Vous êtes très proche la loi m'oblige à rester en permanence à Boycon. Donc pour venir à Cotonou, je suis obligé de demander des autorisations. Tout à fait. Vous avez été très proche du ministre d'État Abdoulaye Biaye qui est très peu bavard. Quelle est sa contribution à tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin? Quel est l'apport que Abdoulaye Biaye a apporté à la gouvernance? Non, vous savez, ce n'est secret pour personne. Lorsque vous allez à l'international, vous savez, j'ai plus vécu à l'extérieur qu'au pays. Lorsque vous allez à l'extérieur du pays, on ne parle que de 2 grands économistes au Bénin, pas 3. Vous verrez le Premier ministre Lionel Zinsou et vous verrez le ministre d'État Abdoulaye Biaye. C'est les 2 sommités en matière d'économie que le Bénin a. D'accord? Le président, moi je l'appelle le président parce qu'il fut mon président, il est toujours mon président d'ailleurs. Le ministre d'État Abdoulaye Biaye est un homme serviable. Il s'est mis totalement à la disposition du président Patrice Talon, avec lequel ils entretiennent des relations professionnelles de haut niveau. Il exécute parfaitement les instructions données par le chef de l'État. Sa contribution au développement est immense. Mais on ne saurait dissocier sa contribution de celle du président Patrice Talon, puisqu'il est un ministre du président Patrice Talon. Vous savez qu'un ministre... C'est un serviteur. C'est un serviteur. Souvent, on oublie l'étymologie du mot ministre. C'est d'abord un serviteur. Je pense que mon secrétaire général national, M. Abdoulaye Biaye, est un bon serviteur d'État. C'est un homme d'État, un économiste réputé, qui a la candeur, qui a le calme nécessaire pour porter de lourdes responsabilités sur son dos. Qu'avez-vous à dire à ceux qui, puisque ça se entend dans l'opinion publique, qui disent qu'il n'est pas charismatique, il est trop calme, il est trop doux, il n'a pas le punch qu'il faut impulser en matière de politique? Qu'avez-vous à répondre à ces propos? Vous savez, moi je regarde les choses en face. Qui n'est pas le calme, qui n'est pas la chaleur, qui n'est pas le froid, peu importe. Je note simplement que il n'a même pas 70 ans, il a été président de la BOAD, il a été directeur adjoint du Fonds monétaire international en charge de l'Afrique, il a été ministre d'État, il a fait les 5 ans, il a fait de 98 à 2002 sous le président Kérékou. Il sera peut-être, je n'en sais rien, il sera peut-être encore dans cette vague. Vous savez, si chacun peut avoir son calme et pousser autant le développement, le bénéfice sur le développement,
je vais prier le bon Dieu pour que tous les bénis aient son caractère. Alors, dernier point de cette émission avant de conclure, dites-nous, Rufino d'Almeida, quels sont les défis qui s'imposent à Patrice Talon pour son second mandat, pour qu'il puisse être également porté sur les talons de gloire? Non, je pense que le président Patrice Talon est déjà porté, mais on souhaiterait qu'il soit davantage porté. Vous savez, au ministère du Plan, où j'ai été durant plus de 4 ans, je peux vous dire que son principal défi, ce n'est pas comme je l'entends dire, le social, non. Avant de faire le social, il y a d'abord de prérequis. Le social, c'est quoi? Le social, c'est l'emploi. Et pour avoir de l'emploi, il faut monter des projets pour que les projets soient opérationnels. Le président Patrice Talon a rendu public son programme d'action de gouvernement, son PAG, le 16 novembre 2016. Et à partir de là, il y a eu toute une course pour le financement, les études, le financement. Et beaucoup de grandes infrastructures ont fait l'objet, je dirais, d'études. Je pense notamment à l'hôpital de référence qui me tient beaucoup à cœur, l'hôpital de référence. Je pense également au contournement nord de Cotonou. Et à bien d'autres, à bien d'autres infrastructures. Je pense également d'ailleurs à la cité administrative de Calavi ou à la cité ministérielle à côté du palais des congrès, à côté de la présidence, derrière l'OETB, et plein d'autres choses. Et le premier défi, c'est la mise en œuvre de ces grands projets. En mettant en œuvre ces grands projets, forcément, il y aura des créations d'emplois. Et donc, le flux de chômage va davantage se résorber. Parce que, on ne le dit pas assez, le président Patrice Talon, avec ses initiatives, a résorbé massivement le chômage s'agissant des personnes les moins diplômées. Le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui ont des niveaux supérieurs, Bac plus 4, Bac plus 5 et plus, puissent également trouver leur compte. Comme ceux qui sont moins diplômés, qui ont été largement embauchés dans le cadre du développement de la filière coton. Donc le premier défi, c'est la réalisation des projets dont les issues sont terminées. Le deuxième défi, c'est le maintien de la cohésion sociale. Et le troisième défi, c'est sans aucun doute ce que vous appelez le social. Mais le social ne saurait autoriser les grottos, les administratifs, à aller taper dans la caisse de l'État. Hein. Je précise bien, non. Si c'est ça l'administratif sous le titre, je pense que c'est non. Si l'administratif, en revanche, c'est œuvrer pour que davantage de sociétés s'installent dans notre pays, là, je dis oui. Et d'ailleurs, le président Patrice Talon est sur ce chemin-là. Regardez la zone économique spéciale Glodic Bay, à côté de l'aéroport. Vous voyez, cette zone, d'ici quelques années, sera une zone économique d'envergure, comme on en voit dans les pays tels que le Ghana ou le Nigeria. Pour moi, c'est ça le social. Puisque c'est la graine qui, en pourrissant, va germer et donner le social. C'est d'abord ça. Ce genre d'opération, d'initiative structurée, structurante, c'est ça que nous avons besoin. Et je pense que le président Patrice Talon est sur le chemin. Pensez-vous qu'on doit aller aux assises pour décrisper la tension sociopolitique? Assises pour quoi faire? Assises pour quoi faire? Le Bénin n'est pas en guerre. Le Bénin, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un problème au point d'aller aux assises. Non, quel problème il y a? Parce que 2 ou 3 personnes sont en exil et j'ai des anathèmes depuis l'exil. Non. Je pense que ceux qui n'ont rien à se reprocher, on ne peut que souhaiter qu'ils reviennent au pays. Notamment ceux qui ont reçu des invitations à venir s'expliquer devant la justice. Lorsqu'ils n'ont rien à se reprocher, je souhaiterais vivement qu'ils viennent s'expliquer et qu'ils soient totalement disculpés pour rester dans leur pays. Pour les autres qui ont des choses à se reprocher, écoutez, ils apprécieront. Alors, vous êtes juriste de formation, avocat de profession, vous avez exercé à Paris également. Pensez-vous que la justice de votre pays est indépendante, elle est libre? Est-ce que vous parlez de justice? Écoutez, j'ai envie de vous dire que dans aucun pays du monde, la justice n'est libre. La liberté de la justice est une quête permanente. La justice peut être libre à un instant T, mais T plus epsilon, elle peut ne pas l'être. Parce que la justice est rendue par les hommes. Vous voyez, vous n'allez pas me dire que la religion des juges n'influence pas leurs décisions. Vous n'allez pas me dire que leur vécu n'influence pas. Si vous avez une présidente d'une juridiction qui a été marquée dans son enfance par des sévices sexuels,
Attendez-vous que le jour un homme tombe, commet ce genre de délit, attendez-vous à ce qu'il sanctionne plus sévèrement que s'il n'a pas vécu cela. Vous voyez? Donc c'est une quête permanente de liberté. Et moi, je note simplement que notre justice fait d'énormes pas, des pas très importants. Et je suis, comme praticien de droit, je suis très très satisfait de la justice commerciale, du tribunal commercial de commerce de Cotonou, qui rend des décisions dans un délai très rapide, ce qui est très nouveau. Et de manière générale, regardez le temps que mettent maintenant nos juridictions pour rendre des décisions. On n'avait pas cela avant, c'est nouveau. Et nous devons continuer sur cette lancée-là. Prenez une juridiction qui a été très décriée, la Criette, très décriée. Mais aujourd'hui, tout le monde commence par se faire unanimité sur la nécessité. Il estime que la Criette a été créée pour réprimer les opposants. Peu importe. D'abord, je ne vois pas quel opposant a été. Regardez vous-même. Je ne veux pas citer des colistiers à moi. Vous savez, je suis député suppléant dans la 23. Je ne veux pas citer. Qui aujourd'hui sont devant la Criette. D'accord? Qui pourtant sont très très proches du pouvoir. Donc, c'est trop facile. C'est trop facile de nous voir, de parler d'absence, d'un asservissement de la justice lorsqu'il s'agit des gens de l'opposition, mais lorsqu'il s'agit des gens proches du pouvoir, on fait mine de ne pas voir. Non. Il faut dire à ceux-là qui ne sont pas libres vis-à-vis de leur conscience. Il faut dire à ceux qui ne sont pas libres de leur conscience. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Ruffino d'Almeida. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'égard de vos militants, si on peut le dire ainsi, parce que vous êtes leader politique, sympathisants, et tous ceux qui sont à la politique et qui ont pris de leur temps pour suivre cette émission. Vous allez adresser un mot. Vous qui êtes également le soutien du président Patrice Talon, nous sommes à l'orée d'un nouveau quinquennat. Le président Patrice Talon prête serment le 23 mai prochain. Un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Non, je pense que l'occasion qui m'est donnée, je vais d'abord remercier le Créateur. Le Créateur, sans lui, rien n'est impossible. Et souhaiter qu'au cours des 5 ans qui viennent, le président Talon puisse avoir la santé, et puisse avoir la lucidité, la clairvoyance, le courage de diriger à bon escient notre pays. Et souhaiter également que notre pays continue à être un havre de paix. Souhaiter également que les Béninois qui vivent très mal dans leur chair, leurs îles, je souhaiterais vraiment qu'ils rentrent au pays. Surtout ceux qui n'ont rien à se reprocher, même lorsqu'ils ont quelque chose à se reprocher, qui se rendent à la justice et qui se défendent pour revivre dans leur pays. C'est vraiment un souhait que j'exprime. Moi-même, je n'étais pas exilé, mais je suis resté longtemps à l'extérieur. Je sais que rien ne vaut un pays. Rien ne vaut un pays et je souhaiterais vraiment qu'ils reviennent dans leur pays. Je parle bien sûr de ceux qui ne mettent pas la politique dans leur respiration à tout bout de champ, à ceux qui, comment dirais-je, nient la réalité et font de la politique, y compris dans leur respiration. À ceux-là, je leur dis simplement, revenez au pays et vous serez émerveillés par ce qui a été fait en 5 années. Vous serez émerveillé par ce qui est ébloui par ce qui serait fait dans les 5 années à venir. Et ébloui par ce qui serait fait dans les 5 prochaines années. Chers amis internautes, alors, entre autres, on retiendra de cet entretien que notre invité a précisé à l'entame de cette émission qu'il n'est pas là au titre de son parti politique, le Bloc républicain. Pour lui, lorsqu'il s'agit des démissions au sein de sa formation politique, il a dit que tous les partis politiques sont sujets à des démissions. Il ne faut pas dramatiser ce qui se passe actuellement au Bloc républicain, car pour lui, il n'y a pas de député ni de maire BR, encore moins de directeur généraux BR qui est démissionné au sein de cette formation politique dans laquelle il se sent très bien. Le BR n'est pas un avis à frustration, a tenu à préciser Ruffino d'Almeida au cours de cette émission. Abdoulaye Biotchane est tout sauf un homme de clan. ABT est un homme d'État. Il faut bien lui rendre ses hommages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui, Ruffino d'Almeida, a pu le servir en tant que directeur de cabinet politique de ABT depuis 2012 et puis après en tant que directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement. Parlant de la ville de Boycon, il a exprimé un peu, je dirais, comment se porte la ville de Boycon. Il a dit que cette ville aujourd'hui, elle est 2e au concours de ville durable. Pour lui, il a pour ambition de révéler le Boycon culturel. À cet effet, la première édition du Africa Vaudon a été effective. Il a fait l'historique de cette innovation culturelle et en a vanté les mérites. Sur le plan politique, Boycon se porte très bien. Le conseil communal se porte dans la concorde, a précisé notre invité.
En ce qui concerne l'élection présidentielle du 11 avril dernier, il a fait observer que plus de 45 000 Béninois sont sortis à Boycon et 93% de ces 45 000 ont voté pour le duo Talon-Talata. C'est un vote d'adhésion, a précisé notre invité ce matin, qui a dit que ces votants ont tenu à remercier les 14 km d'asphaltage dans l'arrondissement 2 de Boycon, dont les populations ont bénéficié. Il a parlé également de l'éclairage public qui est plus ou moins effectif et qui reste encore des choses à faire au niveau de Boycon. La construction achevée puis en cours des deux plus grandes gares du Bénin dans la ville de Boycon. Boycon attend la construction d'un nouveau marché, d'un nouveau stade et d'une académie. Au sujet de la correspondance du président français au président béninois Patrice Talon pour Rufino d'Almeida, ce sont des mots d'encouragement. Il a émis plusieurs vœux. Il s'agit bel et bien du président français et donc pour lui, il n'y a pas péril en la demeure. Il a démontré que c'est une lettre de félicitations. Il a rappelé également que le Bénin est un État souverain. Il regrette les événements tristes du 5, 6, 7, 8, 9, 10 avril dernier. Plusieurs pays voisins sont à la recherche permanente de la paix, a indiqué Rufino d'Almeida au cours de cette émission. La paix est favorable au développement, a-t-il fait observer, car la violence n'apporte rien, a-t-il martelé tout au long de cette émission. Il se battra pour que l'opposition exprime sa différence au président Patrice Talon, a indiqué notre invité au cours de cette émission. Qu'on mette 10 ans que les autres ont fait, il s'agit des partisans de Boniaï, et qu'on juste après cela, aux 5 années de réalisation du président Patrice Talon, pour Rufino d'Almeida, cela est incomparable. Il a vanté les exploits de Patrice Talon pour endiguer le mal du chômage. Hors du Bénin, on ne parle que de deux sommités en matière d'économie, a fait observer notre invité de ce matin. Il s'agit bel et bien de Lionel Zinsou et de Ablia Biotchane, qu'il a qualifié d'homme serviable, de ministre et de serviteur d'État. Il a fait observer que s'il n'était pas un cadre émérite, il n'aurait pas été président de la Banque Ouest Africaine de Développement et directeur général adjoint du Fonds monétaire international Afrique. Il a énuméré quelques grands projets sur lesquels le second quinquennat du président Patrice Talon se focalisera, notamment l'hôpital de référence, la cité ministérielle, le contournement nord-est de Cotonou. Il a invité au maintien de la cohésion sociale pour le second quinquennat. Assise pour quoi faire, s'est interrogé Rufino d'Almeida lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il faut aller à des assises nationales. Pour lui, le Bénin n'est pas en guerre. Dans aucun pays du monde, la justice n'est libre, a-t-il dit au sujet de l'indépendance de la justice aujourd'hui au Bénin. La liberté de la justice est une quête permanente, a-t-il fait observer, puisque la justice est rendue par les hommes. Notre justice fait d'énormes pas, satisfait des décisions du tribunal de commerce et Rufino d'Almeida. Des proches du pouvoir ont été jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a-t-il dit, avant de lancer en fin d'émission une adresse à l'endroit de ses sympathisants qui ont pris le temps de nous suivre ce matin. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Absolument. Merci à vous, Rufino d'Almeida. Je rappelle que vous êtes avocat de profession. Vous êtes maire de la ville de Boycon, maire du bloc républicain. Vous êtes anciennement directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement, anciennement directeur de cabinet politique de Ablaye Biotchane. Vous êtes ancien membre des conseils d'administration de l'autorité de périmètre, de l'autorité de développement du périmètre de Glodjigbe, ADPG, de la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, de la communauté électrique du Bénin, CEB, de l'Office de radio-télévision du Bénin, ORTB, de la société béninoise d'énergie électrique SB2E, de la Société nationale de promotion agricole SONAPRA, de l'Agence de promotion d'investissement et de l'exportation APIES, etc. Pour ne citer que cela, vous avez été également avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le sacrifice. Chers amis internautes, merci pour l'attention. On se retrouve demain lundi pour Free Matin. Portez-vous bien. Excellente suite de programme sur EZAV TV.